Suite du Grand Direct sur i24 News, nous parlons ce soir de l'action culturelle de la France ici en Israël et on accueille le conseiller culturel de l'ambassade de France. Bonsoir Olivier Rubenstein. Bonsoir. Vous êtes également le directeur de l'Institut français à Tel Aviv. On va essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. D'abord, l'action culturelle de la France en Israël, mais c'est aussi dans le monde entier. C'est quelque chose qui est présent dans chaque ambassade dans le monde ou est-ce que c'est spécifique à certains pays ? La France est un des pays qui a le plus grand réseau culturel au monde. C'est ce qu'on appelle, entre nous, la diplomatie d'influence. Donc je crois... Ça fait partie de la diplomatie, c'est ça l'action culturelle ? Ça fait partie de la diplomatie, oui. Contrairement à nos homologues, par exemple, allemands du Goethe-Institut, l'Institut français dépend du ministère des Affaires étrangères. Donc on est vraiment partie prenante, partie agissante de l'ambassade. Ouais. Et le rôle d'un conseiller culturel en Israël ou ailleurs est totalement lié, je dirais, au rôle de l'ambassadeur. C'est-à-dire que ce sont des décisions qui se prennent en commun, qui se réfléchissent en commun. Et voilà. Donc c'est un réseau effectivement très important. Et je vous corrigerai sur un point, c'est que je ne suis pas directeur de l'Institut français de Tel Aviv, mais des instituts français d'Israël, puisqu'il y a 4 instituts français en Israël qui couvrent tout le territoire. Il y a aussi ceux qui sont côté palestinien et Absolument. qui là, ne dépendent plus de l'ambassade de France. C'est la distinction qui est faite. Vous connaissez la particularité, le particularisme du pays. Donc effectivement, Jérusalem-Est et les territoires palestiniens sont gérés au point de vue diplomatique, au point de vue culturel, de fait par le consulat général de France à Jérusalem. Ouais, donc là, c'est aussi une distinction politique, là encore, c'est tout à fait politique. C'est-à-dire que vous n'avez aucune interaction avec ces instituts qui sont basés, par exemple, à Ramallah ou... Non, ce sont des gens, ce sont des collègues que nous connaissons bien, nous y allons, ils viennent à Tel Aviv, on a des réunions communes, et on essaie de monter un certain nombre d'actions communes, de partenariats. Pour être tout à fait honnête, c'est pas toujours facile. Ouais. Pas de leur fait, c'est pas facile parce que la partie palestinienne boycotte souvent des artistes qui se produisent, des artistes ou des intellectuels qui viennent d'abord en Israël et ensuite passent du côté palestinien. Ce qui n'est pas du tout le cas évidemment dans le sens inverse, mais nous essayons quand même, autant que faire se peut, de monter un certain nombre d'actions communes. Mais comment vous vivez le fait que justement la culture, qui devrait être, sans être vraiment tombée dans l'angélisme, mais qui devrait être un moment de rassemblement finalement, où on oublie presque la politique, soit devenue, avec Israël, une sorte d'instrument comme ça, de pression avec ces histoires de boycott dont vous parliez à l'instant. Ça, c'est quelque chose qui s'accentue ou pas ? Écoutez, je crois que la culture n'est pas une zone neutre. Où que ce soit à Paris, à Londres, à Tel Aviv ou à Ramallah, la culture n'est pas neutre. La culture, elle montre parfois ce qu'on n'a pas envie de voir, d'une manière artistique, plus ou moins talentueuse, mais elle n'est pas neutre. Comment je vis ça ? Je vis ça avec frustration parce que lorsqu'on se bat pour monter des projets en Israël, on a envie aussi d'en faire bénéficier l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a des gens qui sont avides de culture française, et bien évidemment, c'est frustrant. De temps en temps, on y parvient. Fin novembre, l'actrice arabe israélienne Niam Abbas va monter un spectacle, Phèdre des oiseaux, qui a été écrit par Frédéric Boyer, un auteur français assez connu, et ce spectacle va être joué à Naplouse, va être joué à Nazareth, va être joué à Haïfa. Donc c'est un exemple de quelque chose, d'une coordination qui a fonctionné. Alors on parle du boycott ici, mais il y a aussi le boycott parfois de France. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir l'impossibilité de faire venir tel ou tel artiste parce que justement il ne veut pas venir se produire en Israël ? Ça arrive ça aussi ? Oui, ça arrive, mais c'est plus rare qu'on ne le pense. C'est plus rare qu'on ne le pense. Je ne vais pas citer par décence, je ne citerai pas leur nom, d'intellectuels ou d'artistes qui ont annulé au dernier moment leur venue. Mais c'est assez rare. C'est beaucoup plus fréquent, par exemple, du côté anglais.
parce que le boycott intellectuel dans les universités anglaises est quelque chose d'extrêmement développé. C'est pas le cas en France, heureusement. C'est pas le cas en France. Donc je dirais qu'à part, on a eu en 2 ans, on a peut-être eu 2-3 cas, de gens qui ont cédé au boycott, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont... Enfin, vous savez qu'à chaque fois qu'un artiste est invité en Israël, il est harcelé de mails, de coups de téléphone, de menaces sur Internet. La plupart passent outre. De temps en temps, voilà. Alors ça permet donc justement quand même à la culture française de rayonner ici. Et d'ailleurs, vous le constatez sans doute, il y a un appétit des Israéliens au-delà des simples francophones d'Israël pour la culture française. Oui, ça j'insiste beaucoup sur ce point parce que Israël a la 3e communauté francophone au monde. 650 000 francophones, c'est quand même quelque chose de très important. Mais l'Institut français ne s'adresse pas qu'aux seuls francophones. L'Institut français s'adresse aux Israéliens. La plupart de nos actions sont traduites en hébreu, donc bénéficient de traduction simultanée. Et vraiment, notre rôle, c'est de promouvoir la culture française dans son acception large auprès du public israélien. Mais je voudrais aussi préciser que le rôle de l'Institut français, parce qu'on parle toujours de ce qui est visible, c'est-à-dire du cinéma, de la littérature, du théâtre, mais le rôle de l'Institut français, c'est aussi promouvoir les échanges universitaires, la science. Il y a énormément de choses qui se passent entre la France et Israël au niveau scientifique, en termes d'échanges. C'est aussi la francophonie, la défense de la langue française, faire venir des étudiants israéliens en France, amener des étudiants israéliens en Israël. Voilà, c'est quelque chose de très... Et alors comment le français résiste? Comment vous trouvez que le français résiste en Israël? Parce que beaucoup de francophones disent, finalement, c'est une langue qui a du mal ici à s'imposer, parce que, autant sur les documents parfois administratifs, le russe est présent, l'anglais... C'est un vrai paradoxe. Vous savez qu'avant la guerre des 6 jours, le français était la 2e langue du pays. Les papiers d'identité israéliens étaient en hébreu et en français. C'est vrai qu'on a la langue française, mais comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, a perdu du terrain évidemment face à l'anglais, en Israël face aux Russes, face à l'arabe aussi, qui est quand même très enseigné dans les lycées. Donc c'est un combat quotidien. C'est vrai qu'Israël a perdu à peu près la moitié dans le système scolaire, la moitié de ses apprenants de la langue française en une vingtaine d'années. Donc on essaye de lutter contre ça. Nous avons l'idée d'organiser des états généraux de la francophonie peut-être dans 2 ans. Alors vous allez me dire c'est un vrai paradoxe puisque Israël ne fait pas partie de la francophonie pour des raisons que l'on connaît bien. Mais je pense qu'il est temps que la communauté francophone en Israël s'organise, se soude et défende un peu mieux leurs intérêts. Alors, l'ALIA française est arrivée d'une manière très perlée depuis 1948, ce qui n'est pas le cas des Russes. Les Russes sont arrivés en une dizaine d'années, ils sont arrivés extrêmement soudés, extrêmement organisés, avec des journaux, des radios, des télévisions. Des chaînes de télévision. Des chaînes de télévision. Alors, I24 News est peut-être du côté francophone, justement, l'exemple de ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour défendre la communauté francophone. En tout cas, qu'elle se manifeste en Israël, parce que, et les autorités israéliennes le savent, c'est une communauté importante, c'est vrai, plus éclatée, plus dispersée que d'autres communautés, mais 650 000 personnes, on parle de 650 000 à 1 million de locuteurs, ce n'est pas rien dans un pays de 8 millions d'habitants. Alors justement, on parlait de cette action que vous menez. De quoi sont friands finalement les Israéliens? Quelles demandes attendent-ils ou ont-ils envers cette culture française? C'est quoi? C'est la littérature, le cinéma, plutôt la gastronomie, comme le veut l'image d'Épinal? C'est un peu un mélange de tout. Ouais. Je crois que les Israéliens il y a une véritable appétence des Israéliens pour la culture française. Et pour eux, la culture française, elle va de Michel Houellebecq à la gastronomie, en passant par le cinéma et la musique. Donc, je dirais que c'est pas si compliqué que ça que de faire aimer la culture française dans ce pays. C'est même un vrai plaisir. Alors, il est plus facile, évidemment, d'inviter des gens déjà connus que de faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais
Je pense que si je prends l'exemple de la gastronomie française, on a organisé pour la première fois au mois de février de cette année, on va recommencer en février 2014, la semaine de la gastronomie française. L'idée est de faire venir des chefs, des grands chefs. Il y a le chef de l'Élysée, le chef du Crillon, enfin le chef d'établissements prestigieux qui sont venus en Israël, qui ont travaillé dans des restaurants israéliens pendant une semaine, qui ont aussi fait des masterclass, c'est-à-dire qui ont appris à des gens un certain nombre de recettes, et ça a eu un succès considérable. Bon, par ailleurs, il n'y en a pas que pour la bouche, il y en a aussi pour l'esprit. Chaque année, nous organisons des forums intellectuels qui, autour de thèmes complexes parfois. Le premier forum que j'ai organisé ici, c'était autour de démocratie et religion. Un sujet quand même hautement sensible. Il est sensible partout, je vous rassure, il est sensible un peu partout. Ça nous a permis de confronter une quinzaine d'intellectuels français. Il y avait parmi eux des religieux. Il y avait l'imam Chalgoumi. C'est moi qui ai invité l'imam Chalgoumi pour la première fois en Israël. Il y avait Alain Finkielkraut, il y avait la rabbine Delphine Horviller, il y avait Pascal Bruckner, il y en avait beaucoup d'autres qui ont été confrontés à des intellectuels israéliens laïques ou religieux, et ça a été absolument passionnant. Et c'est vrai que la France a toujours aimé le débat intellectuel, qui tourne parfois en guerre civile, je le reconnais, mais c'est une bonne confrontation avec l'art du pile-poule à l'israélienne, c'est-à-dire l'art l'art assez talmudique de la discussion, et ça fonctionne très bien, effectivement. Et vous récidiverez cette année en faisant venir d'autres personnalités issues du monde arabe qui acceptent de venir en Israël. C'était plus compliqué à une époque ? Écoutez, ou ça l'est toujours ? Non, ça l'est nettement moins. Ça l'est nettement moins depuis 5-6 ans. Non pas du fait des Israéliens, mais du fait de ce qui se passait dans la tête des gens, les préjugés qui pouvaient exister dans la tête d'un certain nombre de personnes. Ce que je remarque, c'est que j'invite de plus en plus souvent des Français d'origine arabe et qui vont aussi du côté palestinien d'ailleurs, mais qui viennent en Israël, qui viennent participer à des tables rondes, à des débats. Très prochainement, à l'occasion du centenaire d'Albert Camus au mois de novembre, on va recevoir deux personnalités importantes, Benjamin Stora et Abdelwahab Medeb. Abdelwahab Medeb est d'origine tunisienne. Il a tout de suite accepté mon invitation aux côtés de Stora pour venir parler d'Albert Camus, qui est traduit depuis très longtemps en hébreu. Il a tout de suite accepté cette invitation. Donc les lignes bougent un petit peu. L'année dernière, nous avons invité 19 imams de France. 19 imams qui sont venus, à part Chalgoumi qui était déjà venu quelques mois auparavant, qui sont venus pour la première fois en Israël. Croyez-moi, ça a été un choc pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc ça, c'est une de vos réussites. Alors, vous organisez plusieurs événements, évidemment, cette année. C'est très varié. Il y en a qui vous tiennent plus particulièrement à cœur. Je pense notamment à la philosophie. C'est pas facile de faire parler de la philosophie dans un pays étranger, quand même. Vous y allez y arriver ? Écoutez, je vous dirai ça au mois de mai prochain. On va organiser effectivement la nuit de la philosophie et des arts. Le principe, d'un point de vue théorique, est assez simple, puisque l'idée est de faire descendre la philosophie dans la rue. La plupart des gens sont un peu méfiants quand on parle de philosophie, parce qu'ils pensent que ça va être compliqué. Ça l'est parfois. Mais il y a aussi l'art et la manière de parler de philosophie. Là, l'idée est, pendant une nuit, parce que je pense qu'on est plus attentif la nuit, que l'esprit est plus éveillé, paradoxalement, de 7h du soir à 7h du matin dans différents endroits de Tel Aviv, on va inviter une trentaine de jeunes philosophes français, mêlés à des artistes, des vidéastes, des cinéastes, des musiciens, qui vont parler de philosophie, chacun pendant 20 minutes, qui vont parler d'un thème particulier, au choix. On pourra entendre parler de Spinoza, de Kant, de Leibniz, de ce qu'on... Voilà, de philosophie, mais compréhensible et audible par tout public. Ce sera traduit en hébreu, évidemment, parce que il faut traduire... c'est pas facile de parler de philosophie dans une langue qui n'est pas la sienne. Et c'est un énorme projet. Ça demande des moyens. Et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal, parce que l'action culturelle française a besoin du soutien des entreprises françaises. Et ici, en Israël, paradoxalement, elles ne sont pas présentes. Je vois que vous mettez le doigt dans la plaie. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que,
La France a une volonté évidente de déploiement de l'action culturelle, alors en même temps des problèmes de budget. Les budgets se réduisent d'année en année. Et malheureusement, pour Israël et pour nous, peu d'entreprises françaises importantes sont présentes dans le pays. Alors, pour différentes raisons, des raisons de peur du boycott arabe, ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens. Vous prenez des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, ces entreprises de ces pays sont présentes. Alors bien évidemment, ça pose un problème de sponsors. Bon, on essaye de se débrouiller avec ce qu'on a, mais c'est vrai que mes petits camarades qui sont à Singapour, en Inde ou au Japon ont un peu plus de facilité à ce niveau, mais je ne désespère pas que les choses changent. Bon, en tout cas, il y a un joli programme qu'on retrouve évidemment sur le site de l'Institut français en Israël. Merci Olivier Rubinstein d'être venu nous parler donc de votre action, l'action culturelle de la France ici en Israël. Et on l'a vu, donc, il y a une vraie appétence, comme vous l'avez dit, de la part des Israéliens pour tout ce qui est Made in France. Merci à vous d'avoir été l'invité d'I24 News. Dans un instant, c'est un nouveau journal et on se retrouve demain. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.